Quand j'ai commencé à m'intéresser à ArcGIS et aux observables, eh bien, j'ai rencontré deux problématiques. La première, c'était tout simplement de comprendre en quoi est-ce que cette librairie pouvait m'aider et qu'est-ce qu'elle pouvait m'apporter au quotidien par rapport à une façon de développer un peu plus classique. Et le deuxième, et au final qui découle directement de ce problème, c'est que j'avais du mal à trouver des exemples vraiment concrets de comment est-ce que je pouvais m'en servir, parce que la plupart des exemples que je trouvais à l'époque, eh bien, c'était vraiment des exemples très techniques et surtout qui correspondaient en fait à des cas d'utilisation que je ne rencontrais pas sur mes applications au quotidien. C'est pour ça que dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est tout simplement de voir un cas d'utilisation que tu pourrais rencontrer sur n'importe quel de tes projets. On va d'abord voir comment est-ce qu'on pourrait l'implémenter de façon un peu traditionnelle. C'est une façon qui va certainement te sembler très intuitive et personnellement que je rencontre systématiquement quand j'arrive sur un projet Angular. Et tu verras qu'en fait avec cette approche, on se sert de ArcGIS mais sans vraiment s'en servir. C'est-à-dire que tu pourrais remplacer ton observable par une promise, à peu de choses près, tu aurais quasiment la même chose. Après avoir vu cette approche traditionnelle, on va développer pas à pas le même comportement en utilisant correctement les observables et ArcGIS. Et tu verras que ça va te permettre d'avoir quelque chose qui sera plus simple à faire évoluer et surtout qui est beaucoup moins source de bugs ou de régression. L'idée ici, ça serait de te proposer une autre façon de faire qui va te permettre en fait de développer un schéma mental un peu différent. En fait, je trouve que l'utilisation de ArcGIS, ça va te pousser à réfléchir de façon beaucoup plus réactive, à savoir que tu vas plus réagir à des événements et à des actions plutôt que les déclencher toi-même. C'est quelque chose qui peut être un peu déroutant au début, mais avec la pratique, je trouve ça beaucoup plus simple à comprendre et il y a beaucoup moins de charge mentale, donc je prends vraiment plaisir à m'en servir au quotidien. Pour qu'on puisse comparer les deux approches, on va se baser sur ce cas d'utilisation. On va être sur un écran sur lequel on va être en mesure d'afficher une liste de tâches. Il va déjà donc falloir les récupérer depuis notre back-end. Ensuite, ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'on ait besoin de rafraîchir ces données. Dans ce cas-là, quand on va cliquer sur le bouton ici, ça va être de refaire un appel à notre back-end pour avoir des données à jour. Ce qu'on aimerait également avoir comme comportement, ce serait de pouvoir avoir un ensemble de critères de recherche qui vont venir s'appliquer en temps réel sur les données affichées. Ce qui serait également intéressant, ça serait de pouvoir interagir avec quelque chose qui est externe à notre écran. Ça pourrait être un filtre global pour pouvoir venir filtrer nos données. Ok, donc maintenant qu'on a vu sur quoi est-ce qu'on allait travailler, je vais tout de suite te montrer l'approche classique qu'on pourrait avoir pour ce genre de cas d'utilisation. Donc ici, tu vois qu'on a un template qui est très simple et de manière générale, c'est pas forcément ce qui va changer entre les deux approches. Donc on va plutôt se concentrer sur la partie logique du composant. Le premier point à noter, c'est que ici, eh bien, tu vas avoir les différents critères de recherche qui sont locales à ton composant. Et ensuite, on va avoir deux propriétés pour stocker les tâches globales et les tâches qui sont filtrées. Lorsqu'on va instancier le composant, on va appeler une méthode loadTask et à chaque fois que les critères de recherche vont émettre un changement ou que le filtre sur le projet global va émettre un changement, on va appeler une méthode filterTask. Si tu regardes cette méthode loadTask, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle va faire un appel à notre back-end pour récupérer l'ensemble des tâches et on va appeler la méthode filterTask. Et dans cette méthode, on va venir alimenter notre propriété filterTask en appliquant un filtre sur les tâches globales, en s'assurant que les différents prédicats liés aux critères de recherche ou liés au projet global ici matchent bien la tâche sur laquelle on est en train d'itérer. Donc tu vois en fait cette approche, elle peut te sembler assez classique je pense, assez intuitive, mais je vais te montrer en fait moi les quelques points qui font que je trouve que c'est à long terme et sur un composant qui va amener à se complexifier, qui peut amener des risques de régression et des risques de bugs et qui rendent le code moins facile à maintenir. Le premier point ici, c'est que tu vas devoir alimenter à la fois une liste de tâches globales et une liste de tâches filtrées. Et le problème ici, c'est que à chaque fois que cette méthode filterTask va être appelée, il faut que tu assures que cette propriété qui est externe soit correctement alimentée. En fait, tu vas avoir une liaison entre ces deux propriétés et tu vas devoir t'assurer qu'à chaque fois, elles sont bien valorisées. Autre chose qui est moins technique, mais qui va concerner directement la lisibilité de ton code, cette méthode, eh bien, en plus d'aller les chercher, elle va également appeler un filtre. Parce qu'à chaque fois que tu vas mettre à jour tes tâches globales, tu vas devoir également filtrer tes tâches. Pour moi, on a une méthode qui fait plus de choses que ce qu'elle annonce. On pense qu'elle va récupérer les tâches, mais elle va aussi appliquer tes critères de tri. Autre chose qui est un peu dommage, c'est que ici, effectivement, tu pourrais te tenter de te dire que ton code utilise des observables et ArcGIS, donc qu'il est réactif, parce qu'effectivement, tu vas réagir à l'émission de nouvelles valeurs. Mais le problème, c'est qu'en fait, effectivement, tu vas réagir à l'émission de valeurs sur ces observables. Par contre, tu as un code qui va rester très impératif, parce que c'est toi qui vas dire manuellement, à chaque fois que j'ai un changement de valeur, je vais appeler mon filterTask. C'est-à-dire que si tu avais oublié en fait d'appeler cette méthode à chaque fois où tu en as besoin, tu aurais un problème parce que tu risquerais d'avoir des désynchros. Et il y a un côté qui peut sembler un peu bizarre, c'est que tu vas réagir sur le changement de valeur sur tes critères de recherche via tes filtres, mais également sur le projet global, mais tu vas simplement y réagir. Et c'est dans ta méthode de filterTask que tu vas prendre en compte la valeur qu'il y a à un instant T quand tu vas passer dans cette méthode. En fait, le problème que ça va poser, c'est que quand tu vas arriver sur ton composant, tu pourras pas uniquement te baser sur le nom des méthodes des propriétés, puisque tu as des effets de bord, à chaque fois, en fait, ça va impacter d'autres choses. Et puisque ça va impacter d'autres
d'autres propriétés, d'autres traitements sans forcément le faire de façon automatique. En fait, c'est à toi de penser de le faire manuellement ces liaisons. Et bien, au fur et à mesure que ton composant va se complexifier, tu auras de plus en plus de chances d'avoir des régressions, des bugs et ça peut devenir plus compliqué à maintenir. Ça, c'est un exemple d'implémentation que tu pourrais retrouver en fait avec une approche qui est assez traditionnelle et que tu pourrais retrouver sur n'importe quel de tes projets. Encore une fois, je te dis, c'est vraiment quelque chose que je vois systématiquement quand j'arrive sur une nouvelle mission et en fait, c'est normal parce que c'est super intuitif comme façon de faire. Maintenant, ce que j'aimerais te proposer, c'est une façon de faire qui est un peu différente et plus réactive en fait, qui va se baser vraiment sur les observables et sur RxJS et on va vraiment avoir une logique de réaction. Et personnellement, je trouve ça beaucoup plus facile à maintenir et à faire évoluer parce que tu n'as pas du tout cette notion d'effet de bord. Tu verras que au final, toutes les réactions, toutes les liaisons que tu vas avoir entre tes différents éléments se font de façon automatique. Ça te fait beaucoup moins de charge mentale et c'est beaucoup moins source d'erreurs, de bugs, de régression. Avant qu'on commence à attaquer le code, qu'est-ce que c'est vraiment un observable? Un observable, c'est un flux de données. Ça veut simplement dire qu'à un moment, tu vas avoir des émissions. C'est possible que dans ce flux, tu n'aies aucune émission. Dans ce cas, tu n'auras pas de valeur. Tu peux aussi avoir une seule émission et après, est-ce que ton observable s'arrête? Tu peux aussi voir l'observable comme un tableau. Quand tu travailles avec un tableau de données, c'est tout à fait valide d'avoir un tableau qui n'a aucun élément dedans. Comme tu peux avoir un tableau qui va contenir un seul élément. Et tu pourras aussi avoir un tableau qui va en contenir plusieurs. Et à chaque fois que tu vas avoir une nouvelle émission, eh bien, ça va rajouter un élément. La seule chose là-dedans, c'est que généralement, tu vas travailler uniquement avec la dernière valeur du tableau. Mais la puissance des observables, c'est que tu vas pouvoir vraiment te brancher dessus et les combiner entre eux. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu n'auras pas besoin de gérer toi-même le lien entre plusieurs propriétés, comme on l'a vu dans l'approche plus impérative, parce que à chaque fois, ça va automatiquement se brancher et récupérer les dernières émissions de tes différents observables. Ça peut encore te paraître un peu abstrait, mais je pense que ça sera plus clair avec les exemples qu'on va voir dans la suite de la vidéo et on va tout de suite attaquer au code. La première fonctionnalité qu'on va vouloir mettre en place, ça va être de pouvoir récupérer une liste de tâches pour les afficher dans notre composant. Pour ça, tout simplement, il va nous suffire de déclarer une nouvelle propriété et on va venir récupérer notre liste de tâches en appelant notre backend. Tu vois que ici, ma propriété, je lui mets un $ à la fin. C'est une convention pour savoir que tu travailles avec un observable. Quand on va faire l'appel à notre backend, ça reste un flux de données parce qu'on va recevoir qu'une seule valeur à l'intérieur, mais c'est comme si tu avais un tableau avec un seul élément. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait valide. À partir du moment où on a récupéré notre liste de données, eh bien, je vais aller dans mon template et je vais tout simplement afficher mes tâches. Et là, puisque ça rentre dans le contexte d'Angular, je vais appeler le pipe A5 pour pouvoir accéder à la valeur de mon observable. Donc maintenant, la prochaine fonctionnalité qu'on pourrait implémenter, ça serait de venir rajouter nos critères de recherche locaux pour pouvoir appliquer un filtre en temps réel sur notre liste de tâches. Donc pour ça, je vais commencer par récupérer mes critères de recherche comme on avait avant. Et ici, il y a déjà quelque chose d'intéressant. Fonctionnellement, si tu réfléchis à ce que tu veux afficher, tu veux une liste de tâches qui sont filtrées. Ça va vraiment être la combinaison entre une liste de tâches et le filtre. Et à chaque fois que l'un des deux éléments va changer, eh bien tu voudrais que automatiquement ta liste de tâches soit calculée en conséquence pour y appliquer ces filtres. On va utiliser un opérateur qui est mis à disposition par RxJS qui s'appelle le combine_latest. Et cet opérateur, eh bien, il te permet à chaque fois que tu vas avoir un des observables à l'intérieur qui émet une nouvelle valeur, tu auras accès aux valeurs précédentes et tu vas pouvoir les combiner. Donc pour mettre ça en place, on pourrait imaginer avoir une propriété qu'on appellerait filter tasks et on va appeler le combine_latest comme je viens de te le dire ici. Et dans le combine_latest, eh bien, tu peux lui passer deux choses, soit un tableau avec tes différents observables, soit un objet dans lequel tu pourras lier chaque clé à un observable. C'est ce que je vais faire. Ici, je veux récupérer les tâches en se basant sur mon observable ici. De la même façon, je vais pouvoir lui passer les filtres. Je vais récupérer en fait l'observable qui est émis par le value changes. Et le seul petit point qu'il y a à savoir avec le combine_latest, c'est qu'il va émettre une valeur à partir du moment où chacun observable a émis au moins une fois. La seule chose, c'est qu'il faut que je m'assure que mon filtre ait une valeur par défaut. Et cette valeur par défaut, eh bien juste ça prend la valeur initiale de mon formulaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Eh bien tout simplement, là tu as un observable, tu vas pouvoir te brancher dessus, faire un pipe. Et ensuite, on va appeler l'opérateur map qui a le même fonctionnement que si tu te sers du map en JavaScript ou dans n'importe quel autre langage en fait. Et à l'intérieur, tu vas récupérer un objet dans lequel tu auras tes tâches et dans lequel tu auras tes filtres. Ensuite, on va récupérer la liste de tâches qui est émise ici par cet observable. On va venir lui appliquer un filtre et ensuite, sur chaque élément, on va venir appliquer la méthode filter task qu'on a vu juste au-dessus. Juste pour simplifier un peu, j'ai extrait en fait ce comportement dans une méthode qui est externe, mais tu vois, c'est exactement pareil que l'autre. La première différence qui est intéressante à noter ici, c'est que cette méthode, elle va juste te renvoyer un booléen. Et à chaque fois que tu vas lui passer une tâche et des filtres, si tu passes les mêmes valeurs en entrée, tu auras le même résultat en sortie. Donc déjà, tu n'as aucun effet de bord. Ensuite, ce qui va me rester à faire, c'est que depuis mon composant, je vais plus afficher le tasks, mais je vais afficher le filter task. Et
ici, je peux même passer cette propriété en private. Donc tu vois que déjà ici, on a du code qui est entièrement automatique, on va dire, parce qu'on réagit vraiment au changement et on va déclencher aucun filtre manuellement. Juste avec ça, à chaque fois que mes tâches vont changer ou que mes filtres vont changer, ça sera automatiquement recalculé et je vais récupérer une liste de tâches à jour qui prend en compte ces différents filtres. Donc maintenant, la prochaine fonctionnalité qu'on va vouloir ajouter, ça va être la possibilité de rafraîchir la liste de tâches, donc c'est-à-dire de refaire un appel à notre backend pour récupérer les tâches globales à jour, mais on voudra aussi que notre filtre soit toujours pris en compte. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ici par ajouter une nouvelle propriété qui va contenir un behavior subject. Donc si jamais tu n'es pas familier avec EricJS, un subject, c'est simplement un observable particulier parce que tu vas pouvoir lui pousser la donnée. En fait, l'observable, tu vas uniquement pouvoir recevoir de la donnée et le subject, tu vas être en mesure de lui pousser. Je passe par un behavior subject parce que avec le behavior subject, tu peux aussi passer une valeur par défaut à ton subject et donc lorsque tu vas te brancher dessus, tu auras directement une première émission qui va être émise. Mais du coup, si on reprend fonctionnellement, ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque fois que je clique sur le bouton, eh bien, j'aille rafraîchir mes tâches. Si on raisonne un peu de façon réaction, ma liste de tâches ici, eh bien, elle n'est pas calculée directement à partir de l'appel à mon backend, mais je pourrais très bien dire à chaque fois que mon reload émet une nouvelle valeur, je vais faire un appel à mon backend. Et ce qui est hyper intéressant, tu vois, avec cette approche, c'est que notre liste de tâches ici, qu'est-ce qui a changé? C'est uniquement la façon dont on la récupère. À savoir qu'avant, on faisait un appel unique à notre backend et du coup, on recevait une seule émission. Et maintenant, on va plutôt penser en réaction et c'est à chaque fois qu'il faut recharger les tâches, eh bien, je vais faire un appel à mon backend pour la récupérer. Et puisque l'observable ici va pousser une nouvelle valeur, dans mon filter task, de la même façon, je vais repasser dans ce bout de code et je vais automatiquement recalculer les tâches. Mais tu vois ce que je trouve génial ici, la seule chose qui a changé, c'est la façon dont j'alimente cette propriété. Mais en fait, j'ai pas besoin de venir apporter des modifications là où je m'en sers. Et c'est ça qui est extrêmement puissant. C'est que tout se fait de manière automatique. Et donc là, tu es déjà en mesure d'avoir une liste de tâches qui prend en compte des critères de recherche en temps réel que tu vas pouvoir recharger quand on a envie, qui va aussi prendre en compte ces filtres. Donc maintenant, ce qui va nous rester à faire, ça sera de pouvoir appliquer le filtre global sur le projet, sur ce composant, donc sur votre liste de tâches. Et la première chose, ça va être de se brancher à cette source de données externe. Donc ici, tu vois, ça pourrait provenir du Global Filters. Si je vais dedans, tu vois que je pourrais avoir de la même façon un behavior subject, ce qui va me permettre tout simplement, en dehors du contexte de mon composant, de venir lui assigner une nouvelle valeur. Et à chaque fois que je vais venir lui assigner une nouvelle valeur, eh bien les différents éléments qui vont être connectés à cet observable vont être notifiés automatiquement. Ce qui veut dire que ici, eh bien, je vais avoir un observable qui va contenir à chaque fois la dernière valeur avec le projet qui est filtré globalement. Pour pouvoir m'en servir, eh bien, c'est extrêmement simple. Dans le combine test, je pourrais tout simplement rajouter un project code auquel je vais lui passer l'observable que j'ai récupéré ici. Et la seule chose dont j'aurai besoin derrière, ça va être de lui passer ma nouvelle valeur au niveau de mes filtres. Et tu vois que là, très facilement, sans aucun impact, tout est automatique parce qu'on part vraiment de la donnée et on regarde comment est-ce qu'elle est constituée. Et là, tu vois qu'en quelques lignes, eh bien, on a terminé de reprendre toutes les fonctionnalités qu'on avait de l'autre côté. Sauf que avec l'approche réactive et en utilisant correctement les observables et EricJS, tu as besoin de rien déclencher manuellement parce que tout se fait automatiquement. Tu vas vraiment plutôt réagir à des données, à des événements, mais c'est pas la personne qui va développer ton composant qui va devoir penser à appeler le bon code au bon moment. Et ça, c'est hyper appréciable parce que ici, tu n'as aucun effet de bord. De la même façon, ton observable avec les tasks, mais en fait, tu n'as pas besoin de lui passer une nouvelle valeur et tu vois que tout se fait vraiment en cascade. En fait, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que tu as vraiment une logique d'entonnoir où tu vas avoir tout à donner, tu récupères tout, mais à chaque fois en fait que ton émission, tout se fait exactement dans le même sens. Tu n'as plus d'effet de bord. Et si jamais tu sais qu'à un moment, peut-être que là, tu récupères pas ta liste de tâches globales, ça peut venir que d'un seul endroit. Ça peut venir que de l'observable qui t'émet ça. Tu vois, est-ce que ici, tout simplement ton subject, est-ce qu'il va être bien branché? Imaginons que au niveau de tes filtres, le filtre sur le projet global ne se fasse pas. Pareil, tu as juste à remonter. Est-ce que ici, tu as bien une valeur? Si jamais tu n'as pas la valeur, est-ce que tu es bien branché au bon observable? Et est-ce que la valeur a bien été poussée quelque part? Et je trouve ça beaucoup plus simple à maintenir. Alors j'ai bien conscience que ça peut paraître peut-être un peu plus compliqué au début, mais je pense que c'est surtout parce que c'est nouveau. Et en fait, comme n'importe quelle compétence qui est nouvelle et à laquelle on n'est pas habitué, il y a forcément une petite phase de montée en compétence et d'apprentissage. Mais ça, tu vois, on le voit dans le cadre de EricJS, mais je pense que c'est exactement pareil dans l'informatique, que tu apprennes un nouveau langage, ou même si tu t'intéresses aux notions d'architecture, que tu t'intéresses aux tests. En fait, c'est quelque chose qui te fait gagner beaucoup de temps, qui peut te permettre d'avoir un code qui est beaucoup plus simple à faire évoluer par la suite. Mais par contre, effectivement, tu as une petite phase d'apprentissage dans laquelle tu vas devoir te familiariser avec les concepts et savoir quand les utiliser et quand ne pas t'en servir. Et ensuite, si jamais tu n'es pas habitué avec EricJS, dans un premier temps,
Mais ce que je te conseille, c'est pas forcément le mettre en place sur tout ton projet, de faire des refactos sur tout le code. En fait, tu n'as pas besoin. Plutôt que de chercher à tout transformer d'un coup, peut-être que tu pourrais essayer de refacto un petit bout de code, tu vois, comme avec un filtre comme ça, pour te familiariser, commencer à savoir t'en servir, commencer à être habitué aussi aux différents opérateurs, et tu fais étape par étape. Et une fois que tu es plus à l'aise, en fait, naturellement, tu verras comment est-ce que tu peux combiner tes données pour y réagir et pas pour déclencher des traitements de façon manuelle. J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur l'utilisation des observables et de RxJS et surtout de pouvoir comparer les deux approches. L'approche plus impérative à laquelle tu es habitué, qui peut sembler plus intuitive parce qu'effectivement on est habitué à travailler avec, parce qu'on va venir déclencher nous-mêmes manuellement chaque traitement, mais aussi que tu peux voir que cette approche a quand même quelques contraintes, quelques limites, et c'est des contraintes qui peuvent être évitées avec une approche un peu plus réactive qui se base sur RxJS et les observables.